Nous poursuivons maintenant avec l'invité du jour. On va toujours s'intéresser à la situation au Mali. Le Mali qui, comme vous le savez, il y a 2 jours, le président Ibrahim Boubacar Keïta a été renversé par un coup d'État. Le président a annoncé sa démission du pouvoir. C'est désormais une junte militaire qui dirige le Mali. Et la tête de cette jeune, c'est le colonel Assimi Goïta. On en saura un peu plus sur lui. Dans ses propos, il a dit « Nous n'avons plus le droit à l'erreur ». On va tenter de comprendre cela avec notre invité du jour, Samba Gassama. Bonsoir, monsieur Gassama. Oui. Merci beaucoup. Vous êtes lanceur d'alerte malien, vous êtes en duplex avec nous depuis Paris, en France. Première question, rapidement, est-ce que vous, Maliens, vous vous attendiez à une issue pareille à la tension politique perceptible au Mali depuis quelques semaines déjà? Oui, malheureusement, c'était prévisible. Tous les observateurs le disent. On était dans un statu quo pour ne pas dire plusieurs années, depuis la dernière élection tripatouillée du président Ibrahim Boubacar Keïta en 2018. Les manifestations ne s'arrêtent plus. Le dialogue était devenu impossible, étant donné que le président de la République lui-même ne voulait plus dialoguer avec les manifestants. Donc, que l'armée se lève et décide de tout basculer, ce n'est pas une surprise pour quiconque a suivi l'actualité malienne ces dernières années. Mais est-ce que cette solution est la meilleure selon vous? Le problème, c'est que le coup d'État n'est rien d'autre que la conséquence de quelque chose. On peut condamner les coups d'État. De toute façon, en Afrique, on ne fait que ça, condamner des coups d'État. Maintenant, il faut qu'on se pose des bonnes questions. C'est quoi c'est quoi les causes qui provoquent ces coups d'État-là? Pourquoi les militaires des pays africains font des coups d'État? C'est avant tout la mauvaise gouvernance, la cause des coups d'État. On peut passer notre temps à condamner les coups d'État, mais au bout d'un moment, il faudra regarder là où on trébuche. Là où on trébuche, c'est avant tout la mauvaise gouvernance, parce qu'on ne voit pas un pays bien gouverné où des militaires se lèvent pour faire un putsch. Donc les putschs, évidemment, on les condamne. Les putschs militaires, on les condamne, évidemment. Mais ça n'empêche que ce n'est que la conséquence de quelque chose. Voilà. Tant que les dirigeants africains, une fois au pouvoir, pensent que le pays leur appartient et qu'ils en font une gestion clanique et une gestion familiale, au mépris des règles de bonne gouvernance, au mépris des règles des lois des pays, les pays seront livrés forcément à des coups d'État ou à des déstabilisations quelconques. Alors, le président Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé au pouvoir en 2013. Il a été réélu en 2018 avec des scores plutôt confortables. Vous pensez que les 7 années qu'il a passées au pouvoir, sa gestion n'a pas été des plus orthodoxes? Pas orthodoxe, le terme n'est même pas adéquat pour ce qui s'est passé depuis 7 ans. Il a été élu de manière incontestable en 2013, avec pratiquement 77% des voix, élection non contestée. En 2018, par contre, il y a eu un tripatouillage électoral au premier tour, ce qui a provoqué une contestation post-électorale. On s'en souvient encore. Mais la gestion du président Ibeka repose depuis 7 ans tout simplement sur la famille et le clan. On voit dans la sphère politique malienne, au sommet de l'État, le fils du président de la République qui a la main sur tous les dossiers, qui a la main et la bouche dans tous les dossiers. Fils qui n'était pas dans la politique avant l'arrivée de son père à la présidence, qui est rentré par la fenêtre pour devenir député et par la même occasion président de la commission de défense pour un pays en guerre, alors qu'il n'a aucune expérience dans le domaine. De ce fait-là, on voit aussi un Premier ministre, son dernier Premier ministre, le 6e en 7 ans, Boubou Cissé, qui très clairement a des ramifications familiales dans toute la sphère de gestion du pays.
On a vu la nomination de son neveu Ben Barka en tant que secrétaire général à la présidence. Les gens se plaignent de l'émission de sa famille, sa femme, ses enfants, ses neveux dans la gestion dans la gestion du pays et dans des choix parfois qui vont jusqu'à l'armée et la tête de l'armée. Des nominations de ministres, et des blocages incessants provoqués par ces gens-là a été totalement chaotique, sans parler des détournements de fonds qui est devenu la règle même dans la gestion de ce pays-là par ce clan. Ce sont des détournements à hauteur de milliards de francs CFA, notamment sur les dossiers de l'armée, l'achat d'équipements militaires, l'achat d'avions militaires, l'achat d'avions présidentiels, d'hélicoptères militaires, l'achat d'équipements. On a vu notamment sur un marché donné, comme d'habitude, de gré à gré à des gens qui ont des liens avec eux, une facturation de chaussettes pour de l'armée, une paire de chaussettes à 26 000 francs, un gilet pare-balles à 700 000 francs, là où l'armée française achète les siens à l'unité à 180 000 francs. Donc ça décrit cette gestion du pays qui est contestable et qui a provoqué aujourd'hui cette situation que l'on vit aujourd'hui. Mais pardonnez-moi, Samba Gassama, il y a déjà eu un coup d'État au niveau du Mali. C'est le 4e coup d'État, mais on se rappelle surtout le coup d'État de 2012. J'ai envie de dire, ça n'a pas vraiment changé la situation malienne. Non, c'est pour ça que je dis que les coups d'État ne sont pas une solution, mais c'est une conséquence de quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé en 2012 ? On a eu des jeunes mutins qui, à la base, ce n'était même pas un coup d'État, c'était une mutinerie en pleine guerre. Des soldats se sont levés et le président a fait le choix de ne pas s'opposer. Et donc, du coup, ces soldats ont fini par prendre le pouvoir en quelques heures. Parce que le président a fait le choix de ne pas s'opposer pour éviter les morts. S'en est suivi la démission du président. La CEDEAO est intervenue, ils ont fait démissionner le président. Les soldats ont été accompagnés par des hommes politiques maliens qui ne sont pas forcément les plus fréquentables. Et avec l'aide des religieux, ils ont choisi un candidat, en la personne d'Ibrahim Boubacar Keïta, qui n'est rien d'autre qu'un grand représentant, le plus grand représentant du système que l'on conteste depuis 30 ans, puisqu'il a occupé tous les postes. Conseiller à la présidence, ambassadeur, ministre, premier ministre, président de l'Assemblée nationale, et ils l'ont ramené, ils l'ont porté en tant qu'homme neuf, homme de vision, homme à la main de fer, comme il disait lui-même dans un gant de velours. Ils ont Voilà, donc ils ont trompé les gens, ils sont partis le mettre à la tête du pays, pourquoi ? Parce que ces jeunes qui ont fait le coup d'État, ils sont venus sans aucun plan. Parce qu'initialement, ce n'était pas un coup d'État, c'était une mutinerie. Ils sont venus sans aucun plan, ils se sont reposés sur des gens qui avaient d'autres ambitions pour le pays. Donc on a vu très rapidement que Ibeka s'est entouré des gens les plus contestés du pays pour arriver au pouvoir. Une fois au pouvoir, ils ont fait ce qu'ils savent faire le mieux, c'est-à-dire du n'importe quoi, excusez-moi le terme. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes quand même rassuré par le profil des nouveaux putschistes, hein, c'est comme ça qu'on les présente. Est-ce que leur profil vous rassure ? En tant que démocrate, on n'est jamais rassuré quand on voit des militaires qui prennent le pouvoir dans le pays, mais concrètement, aujourd'hui, le profil des militaires qui sont à la tête de cette junte est plutôt rassurant comparé à 2012. On a affaire à des gens qui sont des hauts gradés. On parle de colonels, de lieutenant-colonels, etc., des grands responsables de l'armée. On voit que le putsch, contrairement à ce qui pourrait se dire, aurait été préparé. Pourquoi ? Parce que dans la tête de ce comité, on voit que est représenté pratiquement chaque corps de l'armée malienne. Donc il y a un cadre de chaque corps de l'armée malienne qui se trouve dans le comité. Ce qui montre que très clairement, il y a eu une consultation en amont dans les forces armées pour mener cette action et pour éviter un contre-putsch ou une désoldation d'une partie de l'armée, voilà, qui se sentirait lésée par le fait qu'un corps de l'armée aurait pris le pouvoir.
Donc, c'est plutôt rassurant. Et on voit dans les discours qu'ils tiennent que ce sont des gens qui sont attachés aux règles internationales, notamment le respect de la vie humaine, puisqu'ils insistent sur le fait qu'il y a eu 0 mort, il y a eu 0 blessé. Ils condamnent les mauvaises pratiques de certains hommes armés en uniforme qui ont eu à racketter, à voler suite à ce coup d'État. Donc c'est plutôt rassurant. Le profil est rassurant. Maintenant, reste à voir ce qu'ils vont faire ensuite. Mais sinon, le profil est rassurant. Celui qui incarne aujourd'hui la junte militaire, c'est le colonel Assimi Goïta. Est-ce que c'est quelqu'un qui est connu? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait l'unanimité dans l'armée d'abord et aujourd'hui au niveau de l'opinion malienne? À dire vrai, j'ai découvert le profil avec le coup d'État, donc je ne pourrais pas vous dire qui il est. J'ai lu par-ci par-là des biographies de lui. Parfois c'était relativement faux, c'était même très faux. Parfois c'était vrai. Difficile de dénouer ce qui est vrai de ce qui est faux. Ce qui est sûr, c'est que s'il a été choisi, c'est que très certainement il fait déjà, à défaut de l'armée, il fait déjà l'unanimité dans le comité, ce qui est déjà bon signe. Voilà, parce que le débat aurait pu durer plusieurs jours avant qu'un responsable de consensus soit nommé. Mais quand on voit qu'ils se sont réunis, en quelques temps, ils ont sorti un leader, ce qui veut dire que très certainement ce monsieur doit être un rassembleur. On le fait en... Maintenant, l'avenir nous dira ce qu'il en est, mais ce que j'entends de lui me donne l'impression de quelqu'un qui quand même gère des troupes, sait le faire, et quelqu'un qui n'a pas spécialement une volonté de pouvoir. Après, le temps nous le dira. Alors, à quoi vous attendez-vous concrètement actuellement de la part des militaires au pouvoir? Bon, nous, ce qu'on espère déjà, c'est ce qu'eux-mêmes ils ont dit, un retour du pouvoir aux civils, tout d'abord. Ça, c'est incontestable. On peut dire que leur coup d'État, même si on le condamne, est arrivé à un point où la tension était telle que vraiment très peu de gens vont sincèrement le condamner, le coup d'État. Mais il est important que le Mali reste dans le cadre démocratique. Tout ce qu'on veut, c'est que le pouvoir revienne aux civils. Mais ne pas faire les mêmes erreurs que 2012, c'est-à-dire rendre le pouvoir aux civils, effectivement, mais à quels civils? Parce que on ne règle pas les problèmes du pays avec ceux qui les ont créés. En 2012, ils ont fait l'erreur de donner le pouvoir aux civils, effectivement, mais donner le pouvoir à quelqu'un qui est à la base, notamment de cette mauvaise gouvernance des 1 à 30 dernières années, qui est le président Ibeka. Parce que sous la houppe des religieux, sa candidature a été choisie, donc ils se sont arrangés pour rassembler la masse derrière ce candidat-là. Aujourd'hui, on parle de changement. Ce que les Maliens veulent, c'est le changement. C'est la raison pour laquelle les gens se sont levés depuis des mois pour contester la gouvernance Ibeka. Il faut que les militaires tiennent compte de ça, cette volonté de changement. Ce n'est plus possible de téléguider la masse vers un candidat qui n'a aucune ambition, aucun plan, aucun programme, parce que c'était le cas du président Ibeka, et en vouloir faire de la masse un bétail électoral. Il faut très clairement tenir compte de ces réalités-là. Ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est que le Mali change. Et ce changement ne se fera pas avec les hommes d'avant et tous les hommes qui ont participé à la gestion de ce pays-là depuis 20-30 ans. Globalement, dans la plupart du cas, plus de 90% sont tous des gens à mettre au placard. Alors, est-ce que vous avez un civil, une personnalité civile aujourd'hui qui fait l'unanimité au niveau de l'opinion malienne, que les Maliens souhaiteraient voir prendre la tête de la période de transition qui va s'ouvrir? Bon, aujourd'hui, c'est difficile de dire qui fera l'unanimité, parce que de toute façon, chaque Malien a dans son esprit la personne qu'il faut. Les personnes qui veulent bien mener cette mission ne se sont pas encore montrées. Ce que pensent les militaires, ça va compter dans le choix de ça, qu'on se le dise.
Très clairement, je ne pense pas qu'ils ont fait ce putsch-là pour laisser n'importe qui venir prendre le bébé. Il faut que les Maliens se réunissent pour se mettre d'accord. Donc, difficile de dire qui aujourd'hui ferait l'unanimité. Voilà, parce qu'il y a des gens qui sont plutôt religieux, il y a des gens qui sont plutôt communistes, il y a des gens qui sont plutôt des libéraux et des socialistes, il y a des gens qui s'en foutent complètement, il y a des gens qui sont plutôt technocrates. Donc, qui va réussir à mettre d'accord tout le monde? C'est bien là aujourd'hui la principale question qui fait peur et qui pose problème dans cette histoire de putsch. Voilà. Donc, les militaires ont appelé la société civile et les partis politiques à se réunir pour une transition, voilà, coordonnée, en accord avec tout le monde. Maintenant, c'est à eux de se réunir et de décider à qui ils vont donner la gestion du pays pour mener à bien les réformes qui vont permettre d'aller vers une élection présidentielle propre et incontestée. Les militaires ont dit qu'ils allaient rendre le pouvoir dans les meilleurs, en tout cas dans les meilleurs délais. Vous vous attendez à une transition longue ou vous pensez qu'elle doit être la plus courte possible? La transition doit être la plus courte possible, évidemment, parce qu'il le faut, mais il faut tenir compte des réalités du pays. Les réalités du pays sont lesquelles? Aujourd'hui, nous avons un pays en grande majorité sous occupation. Soit des rebelles pour la région de Kidal, soit des terroristes pour le reste du nord et le centre du Mali. Nous avons un pays totalement déstabilisé avec la présence de l'État pratiquement inexistante un peu partout. Nous avons un pays qui a besoin de réformes institutionnelles. Les institutions maliennes aujourd'hui sont complètement bafouées. Nous avons besoin d'un pays nous avons un pays qui a besoin de réformes électorales. Si on a vu que les élections ont été tripatouillées, c'est parce que les règles l'ont permis. Donc on a besoin de tellement de réformes que croire que nous allons pouvoir aller aux élections dans 6 mois ou 1 an, c'est vraiment soit vouloir précipiter les choses, soit se tromper, ou en tout cas laisser de côté une grande partie de l'essentiel. Je pense que les élections étaient prévues pour 2023, excusez-moi. Globalement, je pense que si on arrive à tout faire dans les 2 ans, je ne crois pas du tout que ce soit possible de faire tout ça en 1 an et puis à faire une élection dans 1 an. Je ne crois pas du tout. Je pense qu'il faut partir sur 2 ans, voire un peu plus. Mais bon, je pense qu'il y en a d'autres qui sont un peu plus armés que moi pour parler de ce sujet-là et qui certainement ont une vision sur la question. Mais c'est mon point de vue en tout cas. Très concrètement, quels sont les chantiers que la transition doit pouvoir régler? Parce que quand on regarde le Mali aujourd'hui, on a comme l'impression qu'il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce que vous pensez qu'il faut des réformes de la Constitution, des réformes des institutions? Quels sont les gros chantiers de la transition? En fait, même il y a beaucoup à faire, c'est qu'il y a tout à faire. Il y a tout à faire. Le pays est vraiment à genoux aujourd'hui. Aujourd'hui, une des grosses priorités, c'est la réforme de la Constitution pour réformer les institutions et la réforme électorale. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on aille coûte que coûte rapidement vers une élection propre. Parce que de toute façon, au bout d'un moment, il va se poser la question de la légitimité. Quand les réformes vont commencer et que le dirigeant, le consensus qui a été nommé, va commencer à réformer le pays, il y aura forcément des contestations se posant la question de la légitimité. Or, il n'y a que les élections qui peuvent rendre légitime un dirigeant pour réformer un pays. Donc, la réforme de la Constitution, la réforme des institutions qui se fera dans le cadre de la Constitution et la réforme électorale, ce sont les grandes priorités. Sinon, les priorités, le Mali, on a énormément. L'école est une priorité. L'école est fermée depuis 2 ans. Depuis 7 ans dans certaines régions. Les infrastructures sont pratiquement inexistantes. La santé est inexistante aujourd'hui. Les hôpitaux, il n'y a pas un hôpital dans tout le territoire malien qui est digne de ce nom. Il n'y en a pas un seul. Donc, les priorités au Mali, il n'y a que ça. Et aujourd'hui, il faut revoir le socle même du Mali. Voilà, le soubassement du Mali, c'est quoi? C'est la loi, la Constitution. Et surtout, je tiens à préciser une chose.
la justice. Parce que là où on en est aujourd'hui, c'est avant tout parce que la justice est inexistante. Il faut permettre à la justice de faire son travail pour que l'impunité cesse. Le pays ne peut pas changer dans l'impunité. Il faut que l'impunité cesse et ça doit commencer par les anciens responsables qui viennent il faut des jugements pour que soient situées les responsabilités dans ce qui s'est passé depuis 7 ans pour que le pays puisse aller de l'avant. Le M5 RFP, ce mouvement qui a mené la contestation depuis plusieurs semaines déjà, se dit aujourd'hui prêt à travailler avec les militaires. Ça vous rassure? Oui, bon, le M5 RFP, c'est le mouvement politique aujourd'hui qui rassemble le plus. Que le M5 veuille travailler avec les militaires, mais c'est totalement normal. Et on a vu aujourd'hui aussi que le président du RPM, qui est le parti du président sortant, qui a dit aussi que ils doivent travailler avec les militaires. De toute façon, le putsch ou le soulèvement a été consommé. La démission du président a été consommée. On a vu le communiqué de la France, on a vu le communiqué de la CEDEAO. C'est consommé, donc à partir de là, il faut regarder vers l'avenir. Que le M5 travaille avec les militaires, ça me surprend dans la mesure où les militaires ont fait ce que le M5 demandait. Ce que le M5 demandait, c'était tout simplement le départ d'IPK et de son régime. Donc les militaires sont venus, ils ont tenu la démission d'IPK et par ricochet, l'Assemblée nationale, donc le régime. Donc on a vu que le directeur général des services secrets même est en fuite. Donc c'est normal que le M5 travaille avec les militaires et c'est normal que chaque Malien aujourd'hui se donne la main pour mener à bien ces réformes-là, pour reprendre en main le pays. Aujourd'hui, nous sommes tous des républicains et des démocrates. Mais ça n'empêche que là, nous en sommes à un point. Aujourd'hui, on ne peut pas rester assis en se disant, parce que ce sont des militaires qui ont fait le putsch, on va les laisser faire ou on va se mettre en retrait. Il faut que chacun se ressente concerné par ce qui se passe. Et les militaires, d'ailleurs, ont appelé les gens à se mobiliser pour ça. Donc, c'est totalement normal que le M5 se mêle à ça. Et d'ailleurs, on a vu que Diko aurait annoncé qu'il se retire. Il a mené à bien sa mission. Il se retire et il retourne à sa vie d'imam. Ce que je salue énormément et je souhaiterais lancer un appel à tous les religieux du Mali qu'ils fassent de même. Il y a Diko, il y a Aïdara, il y a le grand shérif de Nioro, pour qui j'ai beaucoup de considération, beaucoup de respect. Je pense que chacun d'eux doivent comprendre qu'arrivé à un moment donné, ils ont un rôle à jouer aujourd'hui au Mali. Et ce rôle-là n'est pas politique. Et ils ont un rôle à jouer au Mali aujourd'hui. C'est un rôle de sagesse pour pouvoir peser dans les moments de tension. Et si on voit aujourd'hui que le pays a passé des mois, voire des années de crise sans que quelqu'un puisse apaiser les choses, c'est avant tout parce que les religieux sont sortis de leur rôle de religieux. Voilà. Certains ont mené des actions, comme ils disent eux-mêmes, en sous-marin. D'autres ont mené des actions sur le terrain, comme Diko. Mais pratiquement tous sont mouillés. À partir du moment où celui qui est censé jouer l'arbitre s'est mouillé, il peut difficilement ensuite jouer l'arbitre avec crédibilité. Donc j'appelle chacun d'eux à se retirer du jeu politique et à rester en veille pour veiller à ce que les tensions au pays puissent être gérées en cas de besoin. Alors, encore deux questions, M. Gassama. D'abord, est-ce que donc dans cette période qui s'ouvre, les Maliens doivent rester très vigilants pour ne plus déchanter après? Vous avez dit au début que M. Goïta a dit que nous n'avons plus le droit à l'erreur. À l'erreur, oui. En vérité, nous avons dépassé ce cap-là. En 2012, déjà, nous n'avions droit à l'erreur. Nous avons encore fait des erreurs. 7 ans après, aujourd'hui, il est temps que chacun se pose et que chacun se demande en vérité quel Mali nous voulons. Quel Mali nous voulons pour demain? Quel Mali nous voulons laisser à nos enfants et à nos arrière-enfants? L'erreur, aujourd'hui, nous a coûté beaucoup de vies humaines. C'est ça, aujourd'hui, que je retiens, moi, des 7 ans de gestion du président IPK. Il est temps, aujourd'hui, qu'on s'assied, qu'on discute
qu'on discute de ce que l'on veut, de ce qu'on veut faire de notre Mali, de ce qu'on va faire de notre Mali. Et ça ne se fera que entre Maliens. La communauté internationale n'est pas concernée. La France n'est pas concernée. La CEDEAO n'est pas concernée. Ça se fera entre Maliens. Il faut que les Maliens comprennent ça. Il faut qu'on se donne la main aujourd'hui pour construire le pays. L'intérêt individuel a semé le chaos dans le pays. Il faut qu'on mette le Mali au-dessus de tout et que ça ne soit pas juste des mots. Il faut que chaque Malien se donne la main pour que le Mali émerge aujourd'hui. Mais aujourd'hui, très clairement, il y a encore des gens qui pensent que leur priorité, c'est eux-mêmes, au détriment de l'intérêt du pays. C'est pourquoi un seul fonctionnaire malien peut détourner des milliards et des milliards qui auraient pu servir à construire un hôpital. Pour lui tout seul et sa famille. Tant que la justice n'a pas mis les mains dans ce genre d'affaires, on n'est pas sorti de l'auberge. Et j'appelle la justice vraiment à jouer son rôle. Et aujourd'hui, là, je pense que les putschistes, une des institutions qui doivent le mieux modeler, le mieux réparer, c'est la justice pour permettre nettoyer déjà la justice, parce qu'il y a beaucoup de juges qui ne jouent pas leur rôle, et permettre à la justice de jouer son rôle pleinement et d'amener à la barre tous les gens qui dépouillent le pays, parce que la mauvaise gouvernance, là, c'est aussi ça. C'est surtout ça. L'argent détourné, l'argent public détourné à des fins personnelles, c'est surtout ça. Donc, tant qu'on n'a pas combattu ça, ça sera difficile d'avancer. Et dernière question, quel sort pour Ibeka et son entourage? Ils sont toujours détenus par la junte militaire au camp Kati. Alors, il y a beaucoup de choses qui se disent. En tout cas, ce que je sais, c'est que le Premier ministre et le président Ibeka ont été arrêtés. Je sais que d'après des indiscrétions, il y a des négociations, car Ibeka la famille d'Ibeka voudrait qu'il aille aux Émirats pour se soigner. On a vu notamment des articles à ce sujet-là, des indiscrétions. Mais on parle aussi de négociations pour qu'il parte avec son entourage proche. Ce qui, pour nous, en tant que Maliens, n'est pas acceptable. On peut comprendre que lui, parce qu'il n'a construit aucun hôpital, il a décidé de se soigner à l'étranger. Et vu son âge, de toute façon, il ne peut pas supporter un jugement ou quoi que ce soit. On peut le laisser partir, lui, se soigner à l'extérieur. Mais partir avec son entourage proche, ça veut dire quoi? Partir avec ses enfants. Aujourd'hui, la crise dans laquelle nous sommes, un des principaux responsables de cette crise, c'est Karim Keïta, qui est le fils aîné du président de la République. Comment, en tant que Malien, on peut accepter qu'il s'en tire aussi facilement? Il y a eu la disparition d'un journaliste qui aurait été assassiné, après un article écrit sur lui. On parle des milliards de détournés, des marchés publics, etc. Comment on peut accepter que le président de la République parte avec tout son clan pour les protéger de la justice? Ce n'est pas acceptable. Voilà, le côté humain fait qu'on peut accepter que le président de la République, à un certain âge, vu son âge, de toute façon, il est très très malade, tout le monde le sait, ce n'est plus un secret, parte se soigner à l'extérieur. Mais la justice doit jouer son rôle concernant le reste du clan. Autant le Premier ministre, on a vu notamment la mort de 23 manifestants il y a quelques semaines. Comment on peut accepter que la justice ne soit pas rendue? C'est totalement impensable. Donc, la suite des choses doit être la justice, avant tout. Merci Samba Gassama. Merci d'avoir été en ligne avec nous depuis Paris, où vous êtes. Merci à vous pour l'invitation et je vous souhaite bon courage. Merci beaucoup. Vous êtes lanceur d'alerte malien. Voilà qui nous mène à la pause. Tout de suite, on va passer après le journal à regard croisé.